Merci donc beaucoup au Conseil Mohawk de Kahnawake, au Musée Pointe-à-Calière et à l'Université de Montréal de m'inviter à venir parler ici. Mon nom est Fanny Dionne, je suis historienne à l'Automne et je travaille présentement comme historienne de projet pour les Jésuites du Canada, tout en faisant un stage postdoctoral à l'UQAM. Le but de mon intervention aujourd'hui n'est pas du tout de présenter qu'est-ce qui est arrivé dans la première phase du projet parce que je n'y étais pas, mais plutôt de présenter qu'est-ce que je pense qui pourrait être fait avec des manuscrits sur les langues autochtones pour la deuxième phase du projet, si deuxième phase du projet il y a. Donc, les sources sur lesquelles je me suis intéressée pendant ma thèse et jusqu'à aujourd'hui sont des manuscrits rédigés par des missionnaires sur les langues autochtones. On en retrouve à différents endroits dans les communautés autochtones, mais aussi dans des bibliothèques et des archives, comme dans les archives des Jésuites au Canada, où justement ils viennent juste de publier un guide de recherche où ils présentent la plupart de leurs manuscrits. J'ai également travaillé en partie sur des manuscrits sulpiciens conservés à l'Univers culturel de Saint-Sulpice, mais comme la plupart de mes recherches se concentrent sur des manuscrits jésuites et encore plus spécifiquement sur des manuscrits jésuites en Wenda, c'est sur quoi je vais présenter aujourd'hui. Donc, le but de mon intervention est plus de montrer qu'est-ce que, dans un travail collaboratif, justement, on pourrait faire pour mieux étudier ces manuscrits et travailler en collaboration pour que ça aide à la fois l'histoire orale, l'archéologie, les linguistes, l'histoire littéraire, etc. Donc, je pense que c'est vraiment des sources qui ont besoin d'avoir une approche collaborative. Donc, de manière générale, on a trois grands types de sources de manuscrits sur les langues autochtones. Il y a d'abord des grammaires, quoiqu'il n'y en a pas énormément, qui sont rédigées la plupart du temps en latin. Il y a des textes, des catéchismes, vêpres, chants, etc. Et il y a aussi des dictionnaires sur les langues autochtones. Certains ont les entrées en français et la traduction dans les langues autochtones, et d'autres ont des entrées dans une langue autochtone et la traduction en français. Et déjà, juste en regardant le type d'entrée, on peut voir qu'il y a différentes perspectives. À savoir que dans les dictionnaires avec les entrées en français, ça reflète beaucoup plus le monde français, justement, alors que quand les entrées sont en Wenda, par exemple, ça reflète beaucoup plus le monde Wenda. Question de qui sont les auteurs de ces manuscrits, c'est en fait beaucoup de personnes. Donc, d'une part, les rédacteurs des manuscrits sont, dans presque tous les cas, des missionnaires. Il y a un manuscrit que j'ai vu au Musée de la civilisation à Québec où le Wenda Paul Picard, dans les années 1800, va inscrire des noms d'animaux parce que cette section a été retirée du manuscrit original, très probablement. Mais dans les autres cas, ce sont des missionnaires qui vont écrire. Toutefois, en termes d'octorialité, comme d'autres personnes, je propose que c'est une octorialité double. À la fois les missionnaires qui travaillent ensemble, donc même quand on dit un jésuite, par exemple, qui est l'auteur, c'est en fait beaucoup de jésuites qui vont travailler ensemble sur une longue période de temps pour pouvoir rédiger ces manuscrits. De notre côté, les locuteurs natifs sont tout aussi des auteurs que les missionnaires parce qu'ils nous ont non seulement partagé leur langue avec les missionnaires, mais aussi, et on le voit dans d'autres sources, ils vont écrire parfois des textes, ils vont corriger les textes des missionnaires et ils vont dicter aussi certains textes. C'est donc des sources qui sont très collaboratives en elles-mêmes, où on a une intersection entre le monde autochtone et le monde missionnaire français plus particulièrement. Il y a beaucoup à faire avec ce type de sources-là. À Wendake, par exemple, il y a la revitalisation du Wenda qui se base, entre autres, sur ce type de sources. Mais comme historienne allochtone qui comprend le français et le latin et pas les langues autochtones mises par écrit, j'ai étudié ces dictionnaires de trois angles plus spécifiques. D'une part, en faisant une analyse matérielle, comme c'est quoi la grandeur, c'est quoi le format, comment est-ce que les mots sont organisés à l'intérieur, pour, même sans entrer dans les détails de la rédaction des entrées, voir qu'est-ce que ça peut nous apporter. Par exemple, la plupart des documents sont vraiment très petits parce qu'ils étaient transportés d'une mission à l'autre, d'un jésuite à l'autre, et que transporter un in-folio, c'est comme plus difficile. D'autre part, j'ai aussi étudié le contexte de production, à savoir des jésuites qui vont dans les communautés, qui essayent d'apprendre la langue, que des fois ça fonctionne, des fois ça ne fonctionne pas. Certains locuteurs natifs vont les aider, d'autres vont refuser de partager les informations avec eux. Et ce contexte de production informe ce qui va être mis à l'intérieur de ces documents. Enfin, en tenant en compte à la fois l'analyse matérielle, mais aussi le contexte de production, on peut étudier les entrées pour voir qu'est-ce
de quoi que ça parle. Et ça parle en fait de beaucoup de choses, et pas juste d'évangélisation, mais aussi de culture matérielle, de relations, voilà, d'échanges, de moyens de transport, de la température, des fêtes, des saisons, et voilà, beaucoup de choses. Je pense vraiment que il y a beaucoup de choses à faire avec ces documents, malgré les limites inhérentes à chaque type de source. Et voilà, ces sources ont également des limites. Donc, d'une part, il n'y a pas de contexte ou très rarement. On a bien souvent un mot avec sa traduction. Maintenant, comment est-ce que ce mot était utilisé dans la vie de tous les jours? Comment est-ce que les missionnaires l'ont appris? Comment est-ce que les locuteurs natifs l'utilisaient? Malheureusement, dans beaucoup de cas, on a des indices, mais pas vraiment de contexte plus général. D'autre part, ce sont des missionnaires qui vont écrire ces textes. Donc, ils ne vont pas nécessairement prendre tout ce qu'ils ont appris pour le mettre, et aussi la manière de l'écrire, que ce soit voilà, avec des alphabets latins, généralement, mais aussi parfois en décrivant les cultures autochtones, ils vont utiliser des termes péjoratifs. Ça l'informe le type de document. D'autre part, les locuteurs natifs eux-mêmes ne vont pas partager toute leur culture avec les missionnaires. Dans les dictionnaires Wenda, par exemple, on n'a pas beaucoup de mots par rapport au lien entre monde humain et monde non humain, ou encore par rapport à la médecine. Ce sont des parties de la culture qu'ils ne vont pas partager avec les missionnaires et qui ne vont pas se retrouver dans ces manuscrits. Néanmoins, en sachant voilà, ces limitations, et en utilisant d'autres sources, ces sources peuvent quand même donner beaucoup d'informations, de détails que parfois on ne retrouve pas ailleurs. Par exemple, je vais donc passer le restant du temps à montrer quelques petits exemples. Donc, juste en regardant les manuscrits, sans nécessairement entrer dans les détails, on peut voir que dans plusieurs, il y a des sections thématiques. Pas dans des manuscrits en Wenda vers le français la plupart du temps, mais dans des manuscrits du français vers le Wenda. Il y a certaines sections thématiques qui se répètent beaucoup, comme la parenté, qu'on retrouve dans au moins trois manuscrits, parce que c'était voilà, important pour les jésuites de comprendre les liens de parenté à l'intérieur du monde Wenda et de bien les utiliser. D'autres sont plus spécifiques. Par exemple, dans le Codex Indigenous 12, qui est aux États-Unis, on retrouve une section sur la cabane et une section sur les parties de la cabane. Pourquoi? Parce que pour le jésuite qui a écrit, c'est beaucoup plus pratique d'avoir à un seul endroit les différentes parties plutôt que de chercher d'un côté, puis de chercher de l'autre, puis de chercher de l'autre bord encore, alors qu'il était dans une maison longue, très probablement, en train de regarder un peu qu'est-ce qu'il voyait. Les sections thématiques donnent plus de détails sur des mots, et on va voir ça dans un instant, mais il y a aussi des limitations. Par exemple, dans la section animaux terrestres du Codex Indigenous 12, il y a environ une 15-20 noms d'animaux, dont la moitié seulement sont voilà, des bêtes comme des chevaux ou des élans. La plupart, en fait, ce sont des bestioles, des moustiques, des arachnides. On a mouches, grosses mouches, maringouins, puces, parce que ce sont les bébites voilà, que les jésuites devaient interagir avec. Il y avait des puces, il y avait des maringouins qui les gossaient. Et c'est vraiment ce type de vocabulaire qui va se retrouver dans les dictionnaires. Et on n'a pas nécessairement, malgré qu'on est comme « Oh mon Dieu, animaux terrestres, on va en apprendre tellement sur les animaux qui peuplaient le territoire Wenda ». Ben non, en fait, on a plus les animaux qui gossaient les jésuites. Ouais. Si maintenant on plonge dans un manuscrit en particulier, on a ici un dictionnaire Huron et Iroquois Onon-Taïronon conservé à l'univers culturel de Saint-Sulpice. Et après comparaison d'écriture, je suis en train de travailler là-dessus, mais je pense que ça aurait peut-être été écrit par le jésuite Claude Dablon vers 1655. Donc à ce moment-là, les Onondagas ont demandé aux jésuites de fonder une mission chez eux, et il y a le jésuite Pierre Chemonneau qui va voilà, fonder la mission chez les Onondagas. Chemonneau était voilà, missionnaire depuis une vingtaine d'années, il connaissait très bien le Wenda, alors que Claude Dablon venait tout juste de débarquer de Québec. Qu'est-ce que je propose? Et voilà, c'est vraiment en train de... un work in progress, comme on dit. C'est que probablement Chemonneau a prêté un dictionnaire à Dablon. Dablon a recopié. Et il a recopié à gauche en Wenda et à droite, c'est en Onondaga. Donc, tranquillement, pas vite, il remplissait les trous blancs. Et on peut le voir sur l'image de gauche, très visiblement, que la relation avec les Wenda était beaucoup plus longue, il y avait beaucoup plus de mots
qu'avec les Onondaga, où est-ce qu'il y a plusieurs sections blanches qui n'ont malheureusement pas été remplies. Maintenant, si on regarde plus spécifiquement des sections thématiques, on a par exemple Canaux, qui court sur 5 pages quand même. Et là, on a différents types de canaux. Des canaux à voile, des canaux en écorce. On a les mots pour dire embarquer et débarquer avec ou sans paquet. Et aussi toute une section sur le fait que les canaux prennent l'eau, puis voilà, différentes manières de remédier à ce problème. Dans un peu plus loin, on a chaudière et festin, qui pour le coup, c'est 8 pages. On a des chaudières pleines ou à demi-pleines, avec des pois, des fèves, du blé, parfois beaucoup de graisse. Il faut mettre de l'eau, de l'assaisonnement, faire bouillir avec du bois, diviser la nourriture dans des plats à manger. Il y a parfois du brûlé au fond de la chaudière. Il y a parfois des gens qui ne pouvaient pas venir à bout des plats. Et ça termine en disant les différents types de festins d'adieu dans lesquels il y avait chaudière et festin. Par exemple, avant de partir à la guerre, à la traite, à la chasse ou avant la mort. Donc, ce sont un peu le type de détails qu'on peut retrouver dans les sections thématiques qui donnent plus de contexte que les entrées individuelles et qui, surtout quand on peut comprendre les langues comme ici le Wenda ou l'Onondaga, ça permettrait de vraiment avoir je pense, très grande richesse de comprendre c'est quoi ces sections-là, c'est quoi ces mots-là, dans quel contexte ils sont utilisés, et donner un peu plus de détails qu'on ne retrouve pas nécessairement dans d'autres textes écrits. Toutefois, les entrées individuelles aussi, même s'il n'y a pas de section thématique, peuvent nous en dire beaucoup. On vient de voir des exemples où il y a une réelle relation linguistique, où est-ce que les jésuites, dans le cas précédent, ont réussi à apprendre beaucoup de mots, à les écrire, etc. Mais il y a parfois des exemples où est-ce que c'est vide, qu'il n'y a pas de mots qui ont réussi à être trouvés. Et ce type d'espace vide-là, on les retrouve beaucoup en fait seulement à peu près, dans les dictionnaires dont les entrées sont en français. Probablement que les jésuites, en fait, quand ils voulaient écrire leur dictionnaire, se sont basés au tout début sur des dictionnaires français imprimés qui ont pris les listes de mots en ordre alphabétique et qu'ensuite qu'ils ont remplis tranquillement, pas vite. Mais parfois, voilà, il n'y a rien. Et le type de mots où il n'y a pas de traduction varie énormément d'un dictionnaire à un autre. On ne retrouve pas ces types de vides-là dans les dictionnaires dont les entrées sont en Wenda. Par exemple, et je m'excuse de la prononciation, attéchon, espèce de citrouille. Les jésuites vont utiliser dans les dictionnaires dont les entrées sont en langue autochtone leur vocabulaire qu'ils ont en français pour expliquer un peu qu'est-ce que c'est. Est-ce qu'une espèce de citrouille, c'est très précis? Absolument pas. Est-ce que ça dit à peu près qu'est-ce que c'est supposé dire? Oui, quand même. Il y a certains exemples rares, mais quand même qui existent, où dans les entrées en français, on trouve une entrée en Wenda, en fait. Comme en bas, et encore une fois, je m'excuse de la prononciation, ouara, qui est une espèce de chanvre qu'on lève dedans de l'écorce de bois blanc. Encore une fois, les jésuites n'étaient pas capables de trouver un mot en français pour décrire ce type d'espèce de chanvre, et ils vont l'utiliser finalement quand ils pensent en français ou qu'ils parlent en français, c'est un peu difficile de savoir. Dans les exemples qu'on donne juste après, il y a « je vais chercher de l'ouara », tu peignes l'ouara et elle lave le fil de l'ogara. Donc, les jésuites et les Français, plus largement, utilisaient certains mots en Wenda, même quand ils pensaient ou qu'ils les écrivaient en français. Il y a des échanges linguistiques qui, finalement, n'ont rien, et d'autres fois où est-ce qu'il y a vraiment un échange, où est-ce qu'on utilise la langue de l'autre pour parler de son environnement dans la langue maternelle. Il y a des échanges linguistiques qu'on peut retrouver dans ces dictionnaires, mais aussi des échanges de biens. Puis, voilà, j'avais une carte ici qui montre un peu tous les peuples, en fait, certains peuples dont les Wenda étaient en communication avec ou en relation avec, qu'on retrouve dans les dictionnaires. Donc, en rouge, mais j'avais enlevé parce que je n'avais pas le temps d'en parler, en fait. Donc, parmi les échanges de biens, et là, c'est extrêmement riche, le type d'informations qu'on peut avoir sur différentes choses. Je vais juste en parler de quelques-unes. Donc, d'une part, sur les armes européennes. On voit que les Wenda se procurent des épées, flèches, arquebuses, fusils, pistolets, entre autres. Et non seulement, à tout le moins pour les fusils, non seulement on parle de l'objet comme tel, mais on donne aussi énormément de détails. On va dire d'un fusil qu'il est bon ou qu'il ne vaut rien.
Non seulement on parle de l'objet comme tel, mais aussi des petits détails en particulier là, que même moi, je ne connais pas du tout à propos des fusils. Par exemple, baguette, crosse, le chien ou bassinet. Cette attention aux détails montre que les Wendat avaient non seulement besoin de nommer l'objet comme tel, mais aussi de décrire les différentes sections, peut-être pour le faire réparer, par exemple. On a aussi dans les dictionnaires les différents types de plomb qui étaient utilisés avec ces armes à feu. Par exemple, du gros plomb, du petit plomb, du plomb à tourtre ou du plomb à perdrix. Autre chose qui se retrouve énormément dans les dictionnaires, ce sont les étoffes et tissus. On a par exemple des tissus qu'il fallait d'abord déplier, mesurer, couper. Elles pouvaient être noires, bleues, jaunes, violettes, rudes ou douces, épaisses ou minces, belles ou méchantes. C'est vraiment une variété de tissus, d'étoffes qui sont utilisés et on le voit pour différents usages. On dit, par exemple, ce tissu est bon pour faire des pushs, ce tissu est bon pour autre chose, pour envelopper, par exemple, une lance. Donc, c'est des petits détails comme ça qui permettent d'en apprendre un tout petit peu plus sur les objets du quotidien. Pour ce qui est des Français, de leur part, ils se procuraient énormément, ce qu'on peut voir dans les dictionnaires, d'objets pour se déplacer sur le territoire. Par exemple, des canaux, de la gomme pour étanchéfier les canaux. Puis pour le coup, il y a une entrée qui dit « Les Français nous achètent encore de la gomme ». Des traînes et des raquettes. Parce que les Français profitaient de l'expertise des Wendat dans ce cas-ci pour pouvoir se déplacer sur le territoire et reconnaissaient que c'était les Wendat qui pouvaient les aider à se procurer les bonnes choses. Quoique des fois, il y a aussi des problèmes. Il y a des entrées qui disent que, par exemple, quelqu'un s'est fait avoir sur la vente de son canot. Donc, je ne peux pas dire que tous les échanges étaient absolument 100% bons. Ces échanges se faisaient non seulement en échangeant des objets entre eux. Par exemple, on peut voir, je pense, donne-moi du poids, je te donne du poisson. Mais aussi, contre la monnaie sonnante et trébuchante, il y a à tout le moins dans 2 dictionnaires des sections entières consacrées aux différents types de monnaies. Donc, ce n'est pas juste une monnaie, mais aussi les sols, les louis et autres types de monnaies que je ne connais pas très bien. Il y avait parfois des dettes, effacer les dettes, de la mise en gage d'objets. Et on voit par exemple la mise en gage de wampum ou d'un fusil pour se procurer des objets. Et ensuite aller récupérer les objets pour effacer la mise en gage. Est-ce que tout ça est nouveau? Non, pas tellement, dans le sens qu'on parle d'échanges évidemment dans différentes sources, de relations, d'échanges linguistiques. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été écrites à ce sujet-là, mais je pense que ce type de document permet de vraiment donner un peu plus de détails parfois ou de contredire même d'autres sources. En conclusion, donc, il y a, si on compte les Oblats, les Jésuites, les Sulpiciens et autres communautés, il y a quand même énormément de documents linguistiques sur les langues autochtones qui sont utilisés, mais pas énormément encore. Ce sont des documents qui ne montrent pas le monde autochtone au complet, qui ne montrent pas non plus le monde français au complet, mais qui sont des documents à l'intersection, en fait, de 2 ou de plusieurs cultures, qui doivent, à mon avis, être étudiés comme tels, où ce sont des mots, des objets, des pensées, qui ont été discutés entre les Wendat, entre les Kanien'kehá:ka et entre les Jésuites, Sulpiciens, etc. Fait que c'est vraiment dans cette intersection de discussion, d'apprendre, de devoir traduire que se situe l'intérêt de ces documents. Et je crois et j'espère qu'avec une recherche réellement collaborative entre linguistes, entre l'histoire orale, l'archéologie, de littérature, etc., qu'on peut mieux comprendre et étudier ces documents de différentes perspectives pour en retirer le plus d'informations possible. Je vous remercie énormément.